Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la présentation là, de l'appel à projet de société inclusive. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter le concours numéro 12. C'est quoi les critères d'inclusion, les critères d'admissibilité, les critères d'évaluation et répondre un peu aussi là, à vos questions si vous en avez. Donc, ça se veut vraiment, c'est ça, un peu informel. Donc, j'imagine que vous voyez bien l'écran. Je vais y aller tranquillement, doucement, notez vos questions. Euh, Puis je vais essayer de faire un tour pas mal complet là, pour vous présenter ça. Il y a beaucoup d'organismes communautaires autour de l'écran. Je suis très contente. Donc, vraiment, avant de commencer, là, notre objectif, c'est vraiment de faire la promotion, de valoriser la recherche participative. Donc, la recherche participative, c'est vraiment de mettre l'expertise de la science, des chercheurs au service des besoins des organismes communautaires. Donc, c'est vraiment notre gros objectif, là. C'est pour ça qu'on finance des projets. Donc, la séance va durer environ 1 heure, peut-être un peu moins là, selon les questions. Donc, c'est quoi le plan de la séance? Notre objectif, comme je vous le disais, c'est vraiment de donner de l'information sur le concours 12, de répondre à vos questions, de rendre ça le plus concret possible. Je vais vous présenter le programme de façon générale, donc le contexte. Je vais vous présenter, il y a quelques petites nouveautés, peut-être pour les gens qui ont déjà appliqué au concours Société inclusive, il y a eu des modifications. Je vais vous exposer les critères d'admissibilité, vraiment les critères pour lesquels euh, on va choisir oui ou non chaque candidature, là, qui soit admissible ou non. Les critères d'évaluation. Je vais vous parler aussi du budget, comment remplir le budget brièvement parce qu'il va y avoir une autre séance totalement dédiée au budget un petit peu plus tard. Je vais vous parler des conditions de financement. Donc, si vous êtes accepté, qu'est-ce qu'on doit respecter comme entente? Comment déposer un projet? Quelle date? C'est quoi les modalités? Je vais vous expliquer ça. Puis, je vais vous donner un peu d'informations aussi sur c'est un concours. Donc, si c'est un concours, il y a une évaluation, il y a un comité d'évaluation qui est formé, qui évalue les candidatures déposées. Donc, c'est vraiment le plan de match pour la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, c'est important là, de vous préciser que que cette subvention-là sont possibles, là, excusez-moi, grâce au soutien financier de deux fondations, donc la Fondation Azrieli et la Fondation Mirella et Lino Saputo. C'est vraiment eux qui financent là, les 35 000 qu'on offre. Et on a un autre partenaire, MITAC, avec qui on a une entente parapluie qui permet d'aller chercher une somme supplémentaire. Je vais tout vous expliquer ça aussi un peu plus tard, là, qui vous donne une possibilité d'avoir un stagiaire pour aller chercher entre 7 500 et 22 500 dollars de plus que le 35 000 initial. Donc, de façon générale, la subvention, c'est 35 000. Dans ces 35 000-là, on a un 10 000 qui va obligatoirement à l'organisme communautaire pour son implication. Je vous expliquerai plus en détail qu'est-ce que c'est. Donc, c'est quoi? C'est quoi qu'on attend dans ces candidatures-là? Euh, C'est dans le fond, on veut produire, c'est pourquoi, pour commencer, on veut produire des changements concrets qui améliorent la vie des personnes qui vivent avec des incapacités. Fait incapacité au sens large, incapacité moteur, incapacité du trouble du développement, neurodiversité, sensorielle, dans la grande catégorie des incapacités. Donc, le concours, ça permet de financer 6 projets. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais sur les candidatures qui vont être soumises, il y en a 6. Les 6 meilleurs, selon l'évaluation, vont être financés. C'est un 35 000, dont 10 000 va à l'organisme. Et on vise des projets d'une durée de 18 mois. Donc, la date de dépôt de candidature, c'est le 3 novembre 2025 à 17 heures. Il faut prévoir là, un temps pour faire l'évaluation et un temps pour faire la gestion administrative. Donc, les projets, il faut que vous visiez que vos projets commencent en avril 2026. Donc, une date de dépôt pour novembre 2025 avec un début de projet
en avril 2026. C'est quoi les nouveautés 2025? Dans le fond, ça fait partie un peu des critères aussi, c'est que pour déposer un projet, la façon de fonctionner souvent, c'est qu'on va demander aux organismes communautaires d'identifier une priorité, un besoin qui pourrait les aider concrètement dans leur pratique. Puis à partir de ce moment-là, il y a comme des chercheurs, deux chercheurs qui viennent se greffer à cette équipe-là et qui vont démarrer la discussion, essayer de faire la conception d'un projet de recherche avec une question de recherche, avec une méthodologie, une façon d'aller chercher une réponse à la question de base. Donc, dans les chercheurs, nous, à Société inclusive, on est financé par les 7 réseaux porteurs. Donc, le CRIR. Le CRIR, c'est le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Le CIRIS, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale. Ce PowerPoint-là va aussi être disponible sur Internet. Vous allez pouvoir cliquer là, sur les lignes ici pour accéder directement là, au site. Mais souvent, les chercheurs le savent s'ils sont affiliés ou non à ces réseaux-là. Donc, il y a la RTSA aussi, le réseau pour transformer les soins en autisme, le RQRV, Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, le RRSV, Réseau en recherche en santé de la vision, CARE, c'est le réseau de recherche à communauté rurale et éloignée en santé, et INTER, qui est un regroupement stratégique en ingénierie de technologies interactives en réadaptation. Donc, pour déposer un projet de recherche, un des deux chercheurs doit obligatoirement être membre d'un de ces réseaux-là. Maintenant, disons que moi, j'ai déjà une équipe de recherche et que les chercheurs principaux ne sont pas en lien avec aucun de ces réseaux. C'est possible de faire une demande de membership. Et nous, dans le fond, l'admissibilité des projets, là, si jamais le chercheur a fait la demande, mettons, à RRSV ou à CAR, ben, c'est suffisant pour considérer que le projet est éligible. Si jamais il est financé, ben, c'est certain qu'il faut qu'on obtienne une réponse positive des réseaux, mais habituellement, les réseaux sont très heureux d'accueillir des nouveaux membres de recherche, donc souvent, ça ne cause pas de problème. Euh, L'autre nouveauté, c'est qu'on a une entente umbrella avec Mitax. Donc, ça simplifie beaucoup, beaucoup, beaucoup les démarches de dépôt à Mitac. Mitac, pour vous mettre en contexte, ça, c'est ce que je vous expliquais tantôt, c'est la possibilité d'avoir un montant supplémentaire de plus pour financer un stagiaire. Ça veut dire une personne qui est aux études, soit au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat ou au postdoctorat, qui va s'impliquer directement dans le projet de recherche. Fait que ça, c'est quand même très intéressant aussi. Puis, cette entente-là nous permet de passer d'un délai de traitement de 2 semaines. Avant, c'était un mois et demi. Et le formulaire, à place de prendre 30 pages, ça prend une dizaine de pages parce qu'on a déjà plusieurs unités de réservées pour société inclusive. Donc, c'est comme d'emblée, vous êtes sûr de pouvoir avoir le financement supplémentaire que vous voulez avoir associé à ça. Une grosse nouveauté aussi, c'est que le FRQ, le Fonds de recherche du Québec, ont changé leur définition d'intersectorialité. Fait que nous, on s'est conformé à leur nouvelle définition, ce qui assouplit un petit peu les critères. Avant, on demandait que les deux chercheurs soient issus de 2 secteurs différents. Les secteurs, là, c'est la santé, nature et technologie ou société et culture. Maintenant, c'est plus un critère obligatoire, c'est rendu un critère bonus, c'est-à-dire que dans la définition des FRQ, il y a comme, vous allez trouver ça dans le programme, là. Si vous voulez déposer un programme, un projet, je vous invite vraiment à lire le programme de façon attentive. Tout est là. La définition du FRQ est là aussi. Euh, donc, dans ce programme-là, on explique vraiment là, que c'est plus une obligation de soumettre comme chercheur avec 2 secteurs. Ça va juste vous donner des points bonus. Fait que votre projet va être admissible, mais s'il n'y a pas l'intersectorialité avec 2 secteurs, 2 chercheurs qui représentent un secteur différent, euh, il va avoir un petit peu, vous allez moins coter sur ce critère-là. Donc, c'est quoi les incapacités? Je vous disais que c'était vraiment ouvert à tout type d'incapacité.
déficience motrice, troubles du langage, déficience sensorielle, visuelle, auditive, des déficiences cognitives. Il faut vraiment que ce soit un trouble. Il ne faut pas qu'on soit en prévention ici. Il faut vraiment que la population ait déjà une incapacité, vive avec l'incapacité. Neurodiversité. Avant, on acceptait les problèmes de santé mentale, un diagnostic. Maintenant, la santé mentale doit être associée à une autre condition. Donc, si la personne a un diagnostic en santé mentale, mais n'a pas d'autres types d'incapacité, ça ne sera pas admissible. Il faut vraiment qu'il y ait une association avec un autre type d'incapacité là, pour que ça fonctionne. Ça, c'est la nouveauté de cette année. Peut-être que dans les prochains concours, ça va être amené à changer, mais pour ce concours-ci, euh, c'est vraiment santé mentale, oui, mais associée avec un autre type d'incapacité. Les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Puis la même chose s'applique pour le vieillissement. Donc, si la personne vieillissante vit des incapacités en lien avec le vieillissement, le projet est admissible, mais il faut vraiment démontrer dans notre demande l'incapacité qui amène un certain handicap dans la vie de tous les jours. Encore là, ça ne peut pas être prévention du vieillissement. Donc, on a trois objectifs. Les projets doivent être innovants. Fait qu'on veut vraiment arriver avec une proposition de solution là, qui va venir changer la perspective. On veut que ça produise des changements concrets dans les aspects de la vie des personnes qui ont des incapacités. Puis on veut diminuer les obstacles environnementaux et sociaux pour que la personne puisse réaliser là, ses habitudes de vie. Donc, c'est vraiment les trois objectifs du programme de société inclusive. Les critères d'admissibilité, fait que, mettons que vous dites, ben moi, j'ai un projet qui rentre bien dans les objectifs de société inclusive, j'aimerais ça déposer un projet. On a des thématiques à respecter. Donc, les quatre thématiques, c'est environnement physique et mobilité personnelle, environnement social, logement, loisirs. On a au niveau de la santé, de l'adaptation, de la réadaptation, puis au niveau des attitudes, préjugés et discrimination. Encore une fois, je vous invite à lire le programme. Vous avez des exemples là, pour ces quatre thématiques-là. Fait qu'on doit vraiment s'inscrire dans les thématiques. C'est un critère d'admissibilité. Fait que si jamais on n'est pas dans l'une ou l'autre de ces quatre thématiques-là, le projet n'est pas considéré comme admissible. Le deuxième critère d'admissibilité, puis je vous dirais qu'il est très, très, très important, puis c'est important de bien le démontrer, c'est qu'on ne veut pas que le projet soit issu uniquement de la recherche. Fait que souvent, les chercheurs, les chercheuses, vous avez des bonnes idées, c'est très bien, mais nous, on veut vraiment que les propositions partent d'un besoin, d'un enjeu qui a été identifié par un organisme communautaire pour apporter une solution concrète à ce besoin-là. Fait qu'on veut vraiment lire comment le projet s'est construit à partir d'un besoin d'un organisme communautaire, puis comment on se met au service de cet organisme-là pour trouver une solution innovante grâce à la recherche. Donc, ça, c'est vraiment important. On va voir ça, entre autres, dans les lettres d'engagement. Dans le fond, dans la demande, je vais vous en parler un peu plus tard, mais l'organisme communautaire doit écrire une lettre d'engagement qui montre sa participation réelle à toutes les phases de la recherche. Et c'est ça. Fait que dans cette lettre-là, on va voir ça. Il y a une autre section là, dans le formulaire où c'est indiqué. Fait qu'on veut répondre à des besoins. Là, c'est le troisième critère d'admissibilité. À des besoins des personnes qui vivent avec des incapacités. Donc, on n'est vraiment pas en prévention. On est vraiment la personne qui vit avec des incapacités. On veut produire des changements concrets. On veut accompagner la transformation des écosystèmes associés pour que ça soit plus facile pour elle. Puis on veut mettre en œuvre des solutions là, qui permettent de diminuer les obstacles. Là. Le quatrième projet, c'est que l'équipe doit être intersectorielle. Euh, donc, intersectoriel, ce que je vous disais tantôt, là, c'est aussitôt qu'on a un organisme qui s'implique, ça devient intersectoriel. Mais vous avez des points bonus si en plus le projet vise deux secteurs différents, santé, société, culture, nature et technologie. Et
l'obligation là, qu'un des chercheurs soit membre d'un des réseaux qu'on a nommés plus tard. Il doit avoir l'implication d'un organisme communautaire. Puis aussi, ça c'est peut-être nouveau, je ne l'ai pas mentionné, mais on doit amener une personne concernée, donc qui vit avec l'incapacité, à pouvoir partager son savoir expérientiel. Donc, on veut vraiment dans l'équipe, que ce soit une équipe euh, qui ait plusieurs types de savoirs combinés qui participent là, au démarchage. Et ceci étant dit, ça, c'est les critères d'admissibilité. Je vais regarder à ce moment-ci dans le chat si j'ai des. La présentation, oui, elle va être disponible sur Internet. On pourra vous l'envoyer aussi là, par courriel avec plaisir. Et une explication sur la recherche participative. Dans le fond, la recherche participative, c'est, c'est un style de recherche qui fait en sorte que, il y a une implication de la communauté à toutes les phases. Donc, l'équipe de recherche va se constituer avec l'organisme communautaire, avec la personne, avec le savoir expérientiel. Vous allez vous asseoir ensemble. C'est quoi le besoin? On discute du besoin. Puis après ça, souvent les chercheurs vont vous aider avec leurs outils à dire, bon, ben voici une méthodologie. Moi, je pense que pour aller chercher, on identifie une question, une recherche, c'est vraiment par question. On identifie une question qu'on veut répondre. On a une hypothèse de recherche et après ça, on bâtit une façon, une méthode pour aller répondre à cette question-là. Puis la recherche participative, dans le fond, c'est que ça se fait en collaboration, tout le monde ensemble, plutôt que de se faire de façon très dissociée, là, que la recherche, que les chercheurs sont dans leur coin et que l'organisme est dans leur coin. Fait qu'on veut vraiment qu'il y ait une co-construction à toutes les étapes là, de la recherche jusqu'à la collecte de données. Donc, une fois qu'on a notre méthodologie, là, on va aller chercher les informations qu'on a besoin, on va suivre la méthodologie. Donc, je vais continuer euh, au niveau des critères d'évaluation. Donc, les évaluateurs vont regarder avec une grille si les projets, dans le fond, est-ce que le projet proposé a vraiment un impact sur l'inclusion sociale des personnes concernées? Fait qu'on veut vraiment avoir une description détaillée euh, de quel impact ça va amener ce projet de recherche-là. Ça peut être immédiat, mais ça peut être projeté dans le temps aussi, là. C'est pas une obligation que ça soit immédiat. Le deuxième critère, c'est le réalisme du projet. Donc, est-ce que la démarche scientifique est valide? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est facile de l'appliquer? Est-ce que toutes les parties prenantes travaillent ensemble? Donc, c'est vraiment important aussi de bien expliciter là, la démarche scientifique associée au projet. On veut aussi, puis ça c'est un aspect très important, comme je vous disais, la recherche participative, c'est l'implication active des membres de l'équipe. Fait qu'on veut vraiment voir à toutes les phases comment tout le monde va s'impliquer, quel rôle les gens vont jouer là, dans ce projet de recherche-là. Donc, une identification intersectorielle, une co-conception du projet de recherche, c'est ce que je vous expliquais tantôt, là, c'est qu'on réfléchit ensemble à la façon de structurer la recherche. On réfléchit ensemble à la façon de collecter les informations. Un coup qu'on a les données, comment on les interprète, on veut vraiment que toute l'équipe y participe. Puis on veut aussi que toute l'équipe participe à l'appropriation des résultats. Ça veut dire de réfléchir en amont au point de départ quand on développe le projet sur un coup qu'on va avoir les résultats, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment ces résultats-là vont venir changer, entre guillemets, la réalité ou la vie des organismes puis des personnes participantes à ces organismes? Fait que comment on va faire pour utiliser les données puis quel impact ça va avoir? Qu'est-ce que concrètement ça va changer dans le quotidien pour les organismes et pour les personnes concernées? Donc, on veut vraiment avoir un engagement du milieu preneur. Le milieu preneur, c'est l'organisme qui va utiliser les données. Fait que comment on va adopter la solution? Comment on va faire en sorte que ces données de recherche-là soient utilisées? On veut voir ça dans le projet de recherche. Fait qu'on veut vraiment que l'équipe s'assure que la solution
répond aux besoins réels du milieu et comment on va faire pour faire en sorte que ça dure dans le temps, que ça soit pérennisé, dans le fond. Une autre évaluation, c'est qu'on veut que ce soit quelque chose qui soit à potentiel d'innovation sociale. Donc, dans l'innovation sociale, il y a trois phases. Il y a une phase d'émergence, une phase d'expérimentation, d'appropriation. C'est expliqué dans le programme aussi. Si jamais vous avez besoin d'aide, ça, c'est peut-être quelque chose d'important à mentionner, là. Moi, je vais toujours être disponible pour vous accompagner. On peut prendre des rencontres ensemble pour votre projet spécifique, répondre à vos questions. Je vais pouvoir vous expliquer vraiment plus concrètement. Fait que, tu sais, si des fois, il y a des choses qui semblent être du jargon, inquiétez-vous pas, là, on prend le temps ensemble là, de démystifier tout ça. Puis, il faut que le projet de recherche ait un potentiel de transfert. Donc, si je développe quelque chose, mettons une application pour aider les personnes à mieux s'intégrer au travail, bien, comment on peut faire en sorte que cette application-là soit disponible pour d'autres personnes? Le sixième critère d'évaluation, comme je vous disais tantôt, là, c'est au niveau de l'intersectorialité. Donc, c'est plus rendu un critère d'admissibilité, mais c'est rendu un critère bonus ici. Fait que si on voit qu'il y a vraiment collaboration de deux secteurs différents qui travaillent ensemble, que c'est une équipe mixte, là, il va y avoir des points supplémentaires là, à ce, à ce niveau-là. Ça fait le tour pour les critères d'admissibilité, les critères d'évaluation. Je vais vous parler du financement, dans le fond, des dépenses admissibles. Fait que souvent, les organismes sont très heureux d'apprendre que toutes les dépenses sont admissibles. Donc, ressources humaines, contrairement à d'autres programmes, là, qui c'est un peu plus limité, nous, on ne limite pas. C'est vraiment l'objectif du 10 000 qui est donné à l'organisme. C'est vraiment pour favoriser sa participation au projet. Toutes dépenses qui vont permettre à l'organisation de participer à la recherche, à toutes les étapes de la recherche, c'est admissible. Fait que, tu sais, ressources humaines, honoraires professionnels, s'il y a une formation qu'on doit mettre, c'est admissible. On vous encourage aussi à trouver une façon de rémunérer la personne qui amène le savoir expérientiel. Si vous avez besoin d'équipement, c'est possible aussi, mais il y a une petite contrainte, là, c'est pas plus que 1 000 $ dans les dépenses. Les frais de déplacement. Mettons que vous voulez faire connaître votre projet à la fin et vous déplacer dans un colloque, vous déplacer à un endroit X, Y, Z, c'est possible. Tous les frais qui entourent la mobilisation de connaissances, c'est possible aussi. Vous dites, ben nous, il faudrait qu'on produise une capsule vidéo pour, après ça, que ça soit autonome. Ben, on peut financer les frais là, du professionnel qui va faire le montage vidéo, l'animation. Donc, je vous dirais qu'à peu près tous les frais sont admissibles. Pour les chercheurs autour de l'écran, ben, il n'y a pas de frais indirects de recherche. Les frais indirects de recherche, c'est des montants que les universités prélèvent sur une subvention de recherche. Ça, il n'y en a pas. Nous, on est exemptés de ça là, dans toutes les universités. Fait que c'est vraiment un 35 000 franc que vous avez. Donc, un 10 000 à l'organisme et un 25 000 pour les restes des besoins de recherche, plus le MITAC. On arrive justement à la portion MITAC. Je vais faire un survol pour que vous puissiez comprendre. Il va y avoir des informations plus détaillées, je vous dirais, à la présentation du budget. Mais MITAX, dans le fond, ça marche par unité de stage. Une unité de stage, dans le fond, ça correspond à, grosso modo, une session d'un étudiant. Fait qu'un étudiant pour une session, c'est entre 4 à 6 mois. Fait que disons qu'on y va pour simplifier un 6 mois. Fait qu'une unité est égale à un 6 mois pour un stagiaire. Et MITAX va donner 7 500 $ de plus pour l'étudiant. Fait que dans le fond, l'équipe a à choisir combien de sessions elle a besoin de l'étudiant. Est-ce que c'est une session, 6 mois, moi j'en ai assez, il va faire la collecte de données, il va faire la revue de la littérature, peu importe ce qu'il fait, 2 unités. Moi, j'ai vraiment besoin d'un étudiant pendant un an ou j'ai besoin d'un étudiant ou d'une étudiante pendant les 18 mois. Fait que je vais prendre 3 unités de stage. Ça va nous permettre d'aller chercher un 22 500 $ supplémentaire. Donc, c'est quelque chose qui s'additionne. Fait que vous allez avoir 35 000 plus 22 500 de MITAC. Ça va donner à l'entour de, je ne suis pas bonne en maths, là, mais 57 500 $
pour faire le projet de recherche. Ça va vous donner un étudiant. Et ce qui est le fun avec l'étudiant MITAC pour les organismes communautaires, c'est que l'étudiant va venir assurer une présence. Il faut qu'il y ait une présence au moins 50% du temps à l'organisme. Donc, on va encourager la personne stagiaire à vraiment bien connaître l'organisme. Fait que ça fait une aide supplémentaire pour permettre au projet de bien se réaliser. Euh, je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. Peut-être Josée, y a-t-il des choses? La seule chose que je verrais, c'est est-ce que les personnes qui participent aux entrevues, il faut que ce groupe peuvent recevoir un petit frais? Lévi-Simon Carpentier a dit oui, c'est effectivement le cas, je crois, Nathalie. Absolument. C'est ça qui est encouragé dans le fond, c'est que les gens qui viennent parler de leur expérience. Il peut être dédommagé aussi. Fait que vous pouvez le prévoir là, dans votre budget de recherche. Là. La personne qui, tu sais, dans le fond, il y a les participants qui peuvent être rémunérés, puis il y a la personne au savoir expérientiel qui, elle, va participer à toutes les phases de la recherche qui peut être rémunérée aussi. Fait qu'on on vous encourage fortement à rémunérer là, les deux participations, là. À la fois les participants qui vont qui vont nous permettre d'avoir des données puis autant les gens qui vont nous aider à avoir une expertise. On avait une autre petite question sur de Lila Ratsifa. Est-ce qu'on peut choisir nous-mêmes l'étudiant dans une université? UDM, UQAM, celle de notre Oui, choix. c'est souvent tu sais, les professeurs, les chercheurs qui sont associés au projet de recherche ont déjà des étudiants sous leur responsabilité, mais c'est pas rare que l'organisme va suggérer un étudiant au professeur, mais il faut vraiment que l'étudiant soit sous la tutelle d'un superviseur associé à une université. Fait que oui, c'est possible, sauf qu'il y a des critères administratifs à respecter avec MITAC et compagnie. Oui, les Simon. Oui, j'avais une petite question concernant, je voulais savoir si c'est un problème en fait, s'il y a quelqu'un qui porte plusieurs chapeaux dans la demande, parce qu'en fait, quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que il y aurait un partenaire communautaire secondaire pour le projet de recherche que je suis en train de mettre sur pied, que la personne qui représenterait cet organisme-là, en fait, travaille déjà sous la tutelle comme étudiant à la maîtrise d'une des chercheurs principales qui serait dans le projet justement. Donc, je voulais savoir si ça pouvait poser un problème si justement cette personne-là représenterait un organisme communautaire partenaire, mais serait également par la bande tu sais, étudiants justement, stagiaires justement, qui travailleraient sur le projet, donc serait comme représentant là, de deux parties dans le projet. Je voulais savoir si ça pouvait poser problème au niveau de la demande du financement. Non, parce que c'est pas la représentante du partenaire principal. C'est OK. ce que j'ai compris. C'est un autre organisme qui est impliqué qui recevrait pas nécessairement le 10 000 $. Fait que dans ce cas de figure-là, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire attention. Je vous explique quelque chose qui est déjà arrivé dans le passé au niveau de l'évaluation. Moi, je fais pas partie de l'évaluation, mais j'assiste, là. Fait que j'ai les informations. Fait que c'est pour ça que je peux vous guider. Euh, il y avait quelqu'un qui était sur un conseil d'administration d'un organisme. Puis c'était comme une porte-parole pour défendre les droits des personnes handicapées. Eux, c'est comme ça qu'ils se nommaient. Et il avait mis cette personne-là pour représenter une personne au savoir expérientiel aussi. Et là, ça l'avait causé problème aux évaluateurs parce que la personne avait un double chapeau à la fois de représenter l'organisme, puis elle avait comme une expertise en porte-parole, défense de droit. Fait qu'on avait l'impression ici que c'était pas juste une expérience de personnes concernées. Fait que je sais Mhm. pas si vous voyez bien la nuance. Dans le cas que vous mentionnez, il n'y a aucun problème parce qu'on est capable de faire la distinction entre les deux, mais ça serait la représentante principale de l'organisme porteur, le principal. Il pourrait peut-être avoir des difficultés là, d'assumer les deux rôles, mais dans ce contexte-là, c'est parfait. OK. Fait que je continue. Les conditions de financement, fait que après le comité d'évaluation, si votre projet est choisi, euh, le financement, c'est pas transférable à une autre équipe, c'est pas renouvelable non plus.
On va vous demander des rapports. Il y a 2 rapports à donner, donc suivi mi-mandat, fait qu'au milieu, à peu près vers 9 mois de projet, et suivi fin projet. On va vous demander aussi, là j'ai sauté suivi des jalons, mais dans votre projet, vous allez avoir des échéanciers qu'on appelle des jalons. Donc, jalon 1, on fait la revue de la littérature. Jalon 2, on va cibler nos participants. Jalon 3, on va on va collecter nos données. Jalon 4, on va faire l'interprétation. Fait que dans un projet de recherche, il y a plusieurs étapes clés. Fait qu'on va vous demander de nous faire un calendrier de ça puis de nous faire un suivi régulier de cet avancement-là pour qu'on puisse mettre à jour notre site Internet et donner l'information aux gens. Puis à la fin, ça fait partie là, on trouve ça important de faire une mobilisation, une diffusion des connaissances. Donc, c'est vraiment prévoir une façon là, facile dans votre projet là, de faire et vu que c'est les fondations Azrieli et Merilena Saputo qui nous financent, ça va être important là, dans toutes les communications, si vous êtes financé, je vais vous fournir un logo, une petite bande là, comme dans mon fond d'écran là, que vous voyez, là, c'est un bandeau que vous apposez sur vos communications pour mentionner que ce projet-là est possible grâce au financement là, de sociétés inclusives par les fondations derrière. Et si vous êtes financé, il va vous être demandé de participer. Nous, on organise aussi là, pour aider la recherche participative différentes activités de maillage et des webinaires. Donc, on va vous demander de participer un peu à ces rencontres-là. Et il y a la rencontre du forum annuel là, que l'appel à projet. Là, c'est l'appel à projet 10 et 11. Fait que ça serait pas vous, ça serait l'autre. Vous seriez dans l'autre forum annuel. Forum annuel, c'est une occasion, dans le fond, où on donne le micro aux projets financiers qui viennent nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi leurs questions, c'est quoi leur démarche. Fait que c'est un peu obligatoire quand on est financé. Mais si vous voulez en savoir plus, là, vous pouvez réserver cette date-là dans votre agenda. C'est le 23 septembre 2025. Puis c'est vraiment intéressant. Là, cette année, ça risque d'être en présence à Trois-Rivières, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est sur une journée, donc c'est vraiment intéressant. C'est des échanges de concertation, c'est interactif. Et vous, le concours que vous êtes présentement, c'est l'appel à projet 12. Si vous êtes financé, la rencontre obligatoire, ça va être en septembre 2026. Là, la date n'est pas fixée encore, mais ça va être à réserver à vos agendas. Fait que maintenant qu'on a dit tout ça, comment on fait pour soumettre un projet? Ben, sur Internet, il y a le formulaire de demande. Donc, c'est de télécharger ce formulaire-là qu'on va bientôt mettre à jour, là. Je voulais le faire pour c'est ça, il va y avoir un formulaire à jour à partir de demain. Fait que vous pouvez aller télécharger ça à partir de demain, remplir le budget. Il va y avoir une présentation sur un accompagnement sur comment remplir le budget que je vais faire là, en octobre. Il faut fournir une lettre d'engagement du partenaire, comme je vous disais tantôt, là, l'organisme doit écrire lui-même cette lettre-là qui indique, dans le fond, comment il va participer à toutes les phases de la recherche, c'est quoi son besoin initial, pourquoi c'est important, c'est quoi l'impact sur les personnes, sur ses membres, ses participants. Si jamais il y a d'autres collaborateurs, parce que vous avez un partenaire principal, mais comme Lévi Simon disait tantôt, on peut avoir d'autres organismes qui s'impliquent sur le projet. Donc, s'il y a d'autres collaborateurs, c'est intéressant de joindre les lettres si c'est nécessaire selon vous. C'est pas obligatoire. Pour les 2 chercheurs, on a besoin du CV canadien commun avec une contribution là, avec l'annexe des 5 dernières années. Et vous avez des annexes si vous avez besoin de donner des figures, des tableaux, des références, là, c'est possible de joindre ça en annexe. Ici, vous allez avoir le lien pour télécharger les documents. La date limite, dans le fond, c'est le 3 novembre 2025. Ça va être transmis là, par courriel à info à commercial société inclusive. C'est moi qui vais recevoir vos demandes. Je vais vous envoyer un courriel de confirmation de réception. Et la date là,
que vous allez avoir les réponses, ça va être en janvier. Fait qu'attendez-vous pas à avoir des nouvelles avant janvier, là, ça va vraiment être à la mi-janvier que vous allez recevoir des réponses. Pour le budget, encore une fois, pour la particularité mi-taxe, je vous invite vraiment à me rencontrer, à me demander une rencontre. On prend vraiment le temps. Souvent, ça va plus vite de se prendre un petit 30 minutes. Je vous explique comment le remplir. Je vous accompagne avec vos besoins que de faire plusieurs allers-retours. Fait que, tu sais, n'hésitez pas, là, ça fait partie de mon rôle. Ça fait partie de ce que j'aime beaucoup faire aussi. Puis je vous aide là, à planifier vos revenus et les dépenses. Puis après ça, si vous êtes financé, ça devient plus facile là, pour le projet. Un petit bout sur l'évaluation. Fait que chaque candidature va être évaluée par 4 personnes. Ces 4 personnes-là, on a 2 représentants d'OBNL. Fait qu'on veut vraiment que des organismes communautaires évaluent la pertinence du projet. Et on a un chercheur qui est en lien avec l'expertise. Donc, si c'est un projet qui est en lien avec une personne en neurodiversité, bien, on va essayer de trouver un chercheur qui est lié à cette expertise-là et un chercheur hors terme qui arrive d'un autre domaine pour avoir un regard hors contexte un petit peu, là, avoir un autre regard. Donc, exact. C'est une grille d'évaluation qui est disponible aussi dans la trousse. Donc, vous pouvez vraiment regarder la grille d'évaluation. Vous avez tous les critères, toutes les questions qui sont posées aux évaluateurs. Mais grosso modo, j'ai repris les critères d'admissibilité, les critères d'évaluation. On a formulé en question, puis c'est comme ça, là, que les évaluateurs vont procéder. Ça faisait le tour de ce que je voulais vous partager comme information. Il nous reste une vingtaine de minutes pour prendre les questions. José a mis dans le chat la rencontre sur le budget, c'est le 7 octobre à 11h30. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Il va aussi avoir une autre présentation, là, comme je fais aujourd'hui en septembre, le 10 septembre, si ma mémoire est bonne. Donc, vous pouvez, s'il y a des gens qui n'ont pas pu être là aujourd'hui et que vous pensez que ça pourrait être pertinent, ils peuvent s'inscrire. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions, des gens qui voudraient avoir plus d'informations? Émilie. Oui, merci. Donc, j'aurais peut-être juste une question. Désolée si j'ai de l'air à pas connaître assez société inclusive. Je voulais juste corroborer, dans le fond, ma compréhension, c'est que ce sont essentiellement des chercheurs qui sont les responsables principaux de la rédaction de cette demande-là et l'organisme communautaire partenaire, bien sûr, va participer dans ce processus-là, mais ce n'est pas cet organisme-là qui est le principal responsable, en fait, de soumettre la demande. Est-ce que j'ai bien saisi le processus? Ben oui, la réponse, la première réponse, c'est oui, mais il y a des nuances dans le fond à apporter, là. C'est que pour que la demande soit optimale, il faut vraiment que tout le monde s'implique. Fait que c'est sûr que Mhm. les chercheurs vont avoir une expertise. C'est pas la première fois qu'ils font des demandes de subventions en recherche, mais ils ont besoin de la collaboration de l'organisme, beaucoup pour la pertinence, pour savoir quelle information mettre. Moi, je dirais que c'est vraiment un travail d'équipe. Souvent, les projets qui vont être financés, c'est les projets qu'on voit à la lecture que, il y a une contribution de tous à la rédaction. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui prennent le lead, qui vont faire un premier jet, mais la part de l'organisme est quand même important pour aller voir c'est quoi l'impact, c'est quoi le besoin, est-ce qu'il est bien formulé, est-ce qu'on, tu sais, puis la méthodologie, comment l'organisme s'implique. Fait que souvent, ce qu'on voit, c'est quand la demande est écrite uniquement par les chercheurs, on voit moins l'implication du partenaire principal de l'organisme, puis ça fait perdre des points. Fait que je vous dirais que oui, souvent, c'est les chercheurs qui sont plus leaders dans la rédaction, mais euh, des rencontres de travail où chacun s'implique, ça va vraiment vous aider là, à faire en sorte qu'on voit la collaboration de l'organisme partout, puis que après ça, il faut l'assumer. Fait que, tu sais, une fois qu'on a fait la demande, il faut que dans la demande, ça soit réaliste, puis qu'on soit prêt à être capable de réaliser les actions qu'on a mis dedans. Je ne sais pas si Émilie, ça répond bien à... O-
Oui, parfait. Ça répond à la compréhension que j'avais, mais c'est le rôle de leader des chercheurs, c'est ça que je voulais corroborer. Mais oui, je comprends l'importance de la participation de l'organisme. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Lévi Simon? Oui, je voulais juste savoir au niveau du financement s'il y avait des limitations au niveau du financement supplémentaire qu'on peut aller chercher de d'autres sources. Pour le projet que je vais commencer, on va fort probablement en avoir besoin, c'est quand même assez gros. Donc, je me demandais justement s'il y avait d'autres sources de financement qu'on n'a pas le droit d'aller chercher pour une raison ou une autre. Aucunement, dans le fond. Il y a juste une contrainte au niveau mi-taxe, mais mi-taxe, ça va être l'argent privé, fait que ça va être correct. Fait que je dirais non, c'est même bien vu d'avoir des collaborateurs financiers autres, là. C'est pas obligé, mais si jamais il y en a, c'est vraiment de démontrer comment la subvention de société inclusive va permettre la réalisation de ce projet-là, mais il y a pas d'empêchement, là. Il y a pas d'exclusion au niveau du financement. Lila, oh, votre micro Oh. est fermé, Lila, oui. Oui, en fait, j'ai posé quelques questions déjà sur le chat. Et puis, bon, la question que je voulais poser a été posée aussi par Émilie. En fait, c'est qui est vraiment le responsable du projet, le premier responsable du projet. Donc, c'était clair, ce sont les chercheurs. Mais même, par exemple, quand j'ai vu ici le formulaire, le lien au formulaire, donc ce qui fait que nous pouvons déjà télécharger le formulaire. Nous devons attendre de trouver un chercheur parce que c'est le chercheur donc qui va remplir le formulaire. C'est un peu ça ma question. Euh, Comment nous, on a vraiment l'habitude vraiment de participer depuis le début, de prendre le leadership lorsqu'on a des projets. On a l'habitude aussi de travailler déjà avec des chercheurs d'université. Et je suis tout à fait d'accord. Le chercheur doit avoir une personne qui est déjà hum, qui supervise, un professeur qui supervise le chercheur, mais c'est vraiment avoir cette clarification du rôle de l'OBNL. Nous comprenons, nous avons les personnes, nous avons le terrain, nous avons les approches. Bon, on est dans l'intervention vraiment directe avec les personnes en situation de handicap issues de l'immigration. Et c'est pour cela que nous aimerions vraiment avoir quand même des analyses par des chercheurs de ce que nous faisons et puis essayer aussi de voir comment nous pouvons bonifier nos approches et comment nous pouvons aussi voir si ce que l'on fait est bon ou pas bon et comment améliorer. En fait, c'est un peu ça la question que je me suis posée. Désolée, hein, j'étais un tout petit peu fervente dans le chat. Et oui, merci. C'est une très bonne question, Lila. Merci beaucoup de l'avoir posée. Fait que la première réponse, oui, c'est possible que vous téléchargiez le formulaire, que vous commenciez à le remplir. C'est vraiment un travail d'équipe, hein. C'est déjà arrivé dans le passé que le formulaire soit complètement rempli par un organisme, puis ils ont eu le financement. Tu sais, puis l'organisme, dans le fond, avait une expertise aussi en recherche. Les chercheurs ont participé, bien entendu, mais ça a été dirigé plus par l'organisme. Fait que, tu sais, ça, c'est pas impossible. Je vous dirais que le meilleur des mondes, c'est vraiment de travailler ensemble parce que vous avez des expertises différentes. Fait que, tu sais, c'est certain que si vous dites, ben nous, on est habitué avec ce genre de demande-là, puis j'ai le goût de faire une proposition, puis que vous trouvez une équipe de chercheurs qui sont intéressés, ben là, vous allez développer votre propre façon de travailler ensemble en équipe. Fait que, tu sais, on vous encourage vraiment à prendre des rencontres régulières pour toujours se suivre un peu. Fait qu'il n'y a pas de façon de faire unique. Ce que je vous dirais, c'est vraiment quand on lit les projets, ça paraît vraiment quand c'est un travail d'équipe et quand chacun a contribué parce que les savoirs sont c'est un plus, hein. On le voit, on le sent dans la rencontre. Fait que je sais pas si c'est un peu plus clair, là.
Dans le fond, c'est vraiment possible de télécharger le formulaire, de commencer une première ébauche. Après ça, de trouver des chercheurs. Ça, je ne l'ai peut-être pas nommé, mais on peut aider Société inclusive aussi à trouver, euh, à vous jumeler avec des gens qui pourraient être intéressés par votre projet. Ça, je l'ai fait à quelques organisations, puis ça fonctionne bien. Puis après ça, c'est vraiment à vous de trouver votre propre façon de travailler là, en équipe parce que chaque personne est différente. Fait qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Est-ce que ça répond bien, Lila? Oui, Oui, tout à fait, ça répond bien. Merci beaucoup. Merci. plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour aujourd'hui? Dans le chat, est-ce que les organismes en démarrage qui ne sont pas encore enregistrés, mais qui ont un organisme fiduciaire au BNL sont éligibles? Euh, Je suis pas certaine de comprendre la question. Dans le fond, nous, quand on regarde l'admissibilité, on regarde si l'organisme a un NEQ. Fait que si jamais vous avez un NEQ, si vous avez un organisme qui a un NEQ puis que vous êtes comme une branche associée à cet organisme-là, ça fonctionne, mais ça nous prend un numéro d'entreprise du Québec. Je ne sais pas si Marie-Pierre, vous vouliez compléter votre question. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on est en démarrage. Nous, comme organisme, on est dans notre première année d'opération. OK. Mais on est affilié avec un organisme fiduciaire, dans le fond, qui, eux, gèrent notre budget. Eux sont enregistrés, sont un OBNL enregistré, mais nous, on ne l'est pas encore. OK. Fait à ce moment-là, le partenaire principal, ce serait l'organisme qui est votre fiduciaire, dans le fond. Ça serait celui-là qu'il faudrait mettre, mais expliquer dans la demande que vous êtes en démarrage et que vous allez avoir, tu sais, ça s'explique bien là, dans le formulaire. Là. Je pourrais vous aider à trouver une façon de présenter ça, mais oui, ça fonctionnerait. OK, super, merci. Émilie? Oui, merci. J'ai participé à une précédente activité de société inclusive qui était pour le maillage des organismes Oui, oui. communautaires et des chercheurs. Durant cette activité-là, j'avais compris quelque chose que je suis pas certaine que j'ai bien compris, que tout ce qui est projet de type maîtrise, doctorat fait par des personnes étudiantes, que ça ne serait pas inclus dans l'admissibilité. Autrement dit, que si on a des stagiaires, des personnes étudiantes stagiaires, ce serait pas dans le cadre de leur projet de maîtrise ou de doctorat. Est-ce que j'ai bien compris cette limitation-là? Ben, en fait, c'est que l'étudiant ne peut pas déposer une demande comme chercheur, mais son superviseur peut déposer une demande comme co-chercheur. Et si l'étudiant, dans le fond, a lui-même, tu sais, dans le fond, la distinction, c'est au niveau du besoin de l'organisme. Fait que si jamais l'étudiant travaille à partir d'un besoin d'un organisme, puis qu'on est capable de voir cette démarche-là, ça peut être possible. Ce qu'on veut pas, c'est que ça soit, dans le fond, l'étudiant de son côté qui a dit, ben, moi, je pense qu'il faudrait qu'on amène cette solution-là, puis qu'il n'y ait pas eu de lien avec la réalité concrète d'un organisme communautaire. Fait qu'on veut vraiment voir que l'organisme communautaire, c'est lui qui a donné le besoin et que là, la recherche s'est mobilisée pour être capable de répondre à ce besoin-là. Fait que, tu sais, Merci. oui, C'était juste pour vous remercier, ça répond bien à ma question. super, Merci beaucoup. ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions? Écoutez, je pense que ça fait le tour. Comme je vous disais, là, la présentation va être disponible sous peu sur notre site Internet. On peut l'envoyer par courriel aussi, sans problème. Vous allez pouvoir, là, dans une semaine ou deux, réécouter la vidéo là, si vous voulez. Sinon, je suis disponible là, pour avoir des rencontres peut-être plus personnalisées là, pour parler de vos projets si vous en avez besoin. Alors, merci à tous pour votre présence et bonne continuité.